Bonjour à tous et re-bonne année pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, parce que la semaine dernière, on revenait de vacances. Donc, paf, bonne année. On a jusqu'à la fin janvier, il paraît, pour dire bonne année. Du coup, bonne année, Lionel Dimitrievitch, comment vas-tu? Bonne année à toi, Steve. Bonne année à tous. Meilleurs vœux pour la 2024. Et ben écoute, ça va tranquillement. Il paraît que Euh, 2024 va être une bonne année. Déjà, il y a presque de la neige. Et ça, oui, c'est rigolo. Parce qu'en il y hiver, a avoir un peu presque de de la neige. neige. Ouais, ouais, ben, moi, c'est de la neige qui est pluvieuse, c'est-à-dire c'est de la pluie. Mais il paraît que, attention, il y aura de la neige. Alors faites attention chez vous. S'il y a de la neige, vous allez glisser. Mais aujourd'hui, Bon, tu viens pour voilà. une nouvelle intervention autour d'une conception solide. Attention, il n'y a pas de E, et vous allez savoir pourquoi dans quelques instants. Ouais. Le but, c'est de pas glisser, justement, puisque tu disais qu'on allait glisser sur la Joli. neige. Donc, le but, là, ça va être vraiment de partir sur des principes de développement, en fait, de base. J'entends très souvent aujourd'hui des développeurs qui parlent de clean code, de plein de choses, Mhm. plein de concepts. Et souvent, en fait, on s'aperçoit qu'il y a certaines parties, en fait, qui sont pas maîtrisées ou pas, voilà, pas bien Pas implémentées. comprise ou peut-être pas connue sur, Voilà, sur du socle, exactement. ouais. Mhm. Et du coup, je voulais qu'on revienne un petit peu sur Solid. On va voir qu'il y a des principes que tout le monde connaît et que tout le monde dit utiliser. On verra aussi le débat sur un des principes, le premier notamment, où c'est pas forcément très très clair. Les autres principes sont plutôt plus techniques et c'est vraiment un guideline de développement. Je dirais que c'est vraiment une base à partir du moment où on apprend à développer Solid. On a des bases, pour le coup, solides en développement et on peut aller plus loin dans le clean code justement. Mais pour moi, c'est Mhm. vraiment la base. C'est-à-dire que se dire qu'on fait du clean code sans maîtriser ces principes solides, pour moi, c'est un petit peu utopique. Voilà, oui, c'est moi qui maîtrise les slides. Je croyais que c'était toi qui maîtrisais les slides. Donc, Et non, on c'est va toi. passer Et on a un à certain Solid. Juanito VHN qui nous dit bonjour, le dit bonjour également. Salut à toi. Bonjour. Du coup, Solid, qu'est-ce que c'est? Alors, Solid, c'est, je le disais, hein, c'est un principe de développement qui a été mis en œuvre par Robert C. Martin, pardon, qui est un des chantres de l'objet et un des, comment dire, des théoriciens les plus importants de l'objet. Donc on l'appelle aussi Uncle Bob, vous l'avez peut-être entendu parler sous ce pseudonyme. Et il a donc exprimé en fait ces 5 principes qu'il a regroupés en solide. Alors ça tombe bien, les initiales tombent bien. Et ces 5 principes, en fait, vont vraiment être la base quand on développe en objet. Hein, je parle vraiment du développement objet là, et pas de développement fonctionnel, puisqu'on va avoir d'autres Mhm. principes dans le fonctionnel. Mais dans le développement objet, c'est vraiment la base pour faire du code qui est maintenable, du code qui peut être extensible facilement, etc. Vraiment quelque chose de qualitatif. Et donc, on va avoir en premier principe le single responsibility pattern. On va les voir en détail après. Hein, qui en gros va dire qu'un élément de code ne fait qu'une seule chose, en fait, il n'a qu'une seule Mhm. responsabilité. On va avoir le principe open close, alors là qui est un petit peu plus étonnant quand on dit il faut que ce soit ouvert et en même temps il faut que ce soit fermé. Donc on va aller voir dans un exemple un petit peu comment on met en place ce genre de choses. Et puis d'autres éléments que les développeurs utilisent quotidiennement, mais ils n'ont pas forcément notion que ça vient de là. Donc il y a la substitution de Liskov, la ségrégation d'interface, c'est un principe intéressant également, et puis la dependency inversion et pas l'injection de dépendance, on y reviendra aussi. Mhm. Ouais. Euh, on va Moi, j'aime partir sur beaucoup le le S, premier. ça te Le va? premier, déjà, ah ouais, déjà le S, là. Celui-là, Le c'est mon S. ami. Je l'aime beaucoup. Ouais, le S, alors tout le monde en parle de celui-ci, du Single Responsibility Pattern, et vous allez voir qu'en fait, c'est pas forcément très très clair de ce que ça veut dire. Alors, ce que Robert C. Martin dit au sujet du Single Responsibility Pattern, il dit: A class should have one and only one reason to change. Donc, une classe ne doit avoir qu'une et une seule raison de changer. À partir de là, on se dit: waouh, qu'est-ce que ça veut dire? Si elle a qu'une seule raison de changer, bon, on devine qu'elle ne s'occupe que d'une seule chose à la fois, puisque si elle s'occupe de Mhm. plusieurs choses, je vais avoir plusieurs raisons de changer ma classe. Mais là, je vais rentrer un petit peu plus dans un débat entre guillemets philosophique. On utilise régulièrement en développement, par exemple, des patterns, et un des patterns qu'on utilise fréquemment, c'est le pattern repository, celui qui permet d'aller échanger avec une base de données, d'avoir Mhm. les éléments d'écriture et de lecture de données au niveau de la base de données. Si je prends à la lettre ce qui est indiqué là, mon pattern repository, ma classe repository, elle fait plusieurs choses à la fois. Elle écrit des données, elle lit des données. On peut même Mhm. pousser plus loin et on peut dire qu'elle va écrire, enfin créer, mettre à jour, supprimer et requêter des données.
Ou voire on CRUD. peut avoir plusieurs éléments pour les... Donc du coup, le single responsibility, oui, dans la théorie, effectivement, il faut qu'une classe elle ne fasse qu'une seule chose. Maintenant, c'est à nous, quelque part, de placer un petit peu le curseur de là où Oui, on veut le quel placer. est le cluster de cette chose-là, quoi. Exactement, la responsabilité. On peut Granularité en avoir... français. Pardon? Granularité en français pour le La cluster. granularité, exactement. En fonction de si on dit, bah, nous, le pattern repository, sa responsabilité, c'est de gérer les interactions avec la base de données. Hmm. Et à partir de là, on se dit finalement, il n'y a qu'une seule raison qui change, c'est que le système d'interaction avec la base de données, il change. Donc on va considérer finalement que ça correspond au single responsibility pattern. Mais si on peut aussi partir, notamment je pense à du CQRS, où on a les écritures qui se font d'un côté, la lecture qui se fait de l'autre. Là, on pourra mettre en place un repository dans un système comme ça, du coup, ne sera plus SRP, parce que du coup, on a un système pour écrire et un système pour lire, donc on intervient avec deux systèmes différents. Et du coup, Mhm. là, il faut vraiment découpler les choses. Voilà, une fois cela dit, je vous propose d'aller voir un exemple, en fait, directement dans Visual Studio. Alors, exemple très simple, on a un file manager, donc un fichier qui va nous permettre une classe qui va nous permettre de gérer un fichier. Alors, c'est pas pour l'intérêt de ce que ça fait, hein. L'intérêt, c'est vraiment de démontrer et de voir. Du coup, on a un file manager qui a deux fonctions, read file et write file, d'accord? Donc, ça veut dire Mhm. lecture et écriture de données. Et donc ça, on peut considérer que c'est pas SRP, en fait, que ça ne correspond pas au Single Responsibility Pattern. Oui. Et donc du coup, pour faire ça, bah, tout simplement, il faut découper les fonctionnalités avec un fichier, une classe qui va faire la lecture et une classe qui va faire l'écriture. D'accord? Hmm. L'avantage de respecter ce principe-là, encore une fois, c'est que si votre méthode de lecture, votre méthode d'écriture change, bah, c'est intéressant de les avoir séparés. Je prends un exemple tout bête. On écrit un fichier ou on lit un fichier sur disque local. Demain, notre application, elle va dans Azure et donc du coup, il faut changer finalement la façon dont on va lire les choses parce qu'on va se retrouver dans un storage et donc on ne pourra pas faire de la lecture de fichiers comme on le fait habituellement. L'avantage d'avoir séparé les problématiques, c'est que du coup, je peux intervenir beaucoup plus facilement ici au niveau de mon écrivain et du coup, de dire, bah, maintenant, c'est plus du write text, mais là, je vais implémenter du Azure Blob Storage, etc., etc. On va mettre en place finalement une autre façon d'accéder à la problématique. Du coup, on va avoir quelque chose qui est plus maintenable parce que le code est beaucoup plus petit. Quand vous respectez ce principe-là, en fait, une classe, elle va faire, allez, 20-30 lignes, hein, pas plus. C'est parce que globalement, elle va avoir une grosse méthode, enfin une méthode globalement, hein, qui va répondre à la problématique, et puis après, éventuellement, des méthodes privées pour aller alimenter ça ou alors on va s'appuyer sur d'autres services et en fait ça devient plus un jeu de Lego après à l'arrivée. Je sais pas, je Mais pourrais en parler très justement, longtemps. c'est ce à quoi je pensais quand tu montais ça. Est-ce que on va pas trop loin si on est sur une classe égale une méthode publique, j'entends. Alors, oui et non, encore une fois, ça dépend de là où on place le curseur. On peut très bien avoir des classes qui vont intégrer des méthodes. Moi, c'est vrai que je préfère que cette classe elle fasse appel à des services. Après, c'est une façon de voir les choses, hein. Mhm. Pour moi, les classes, ça va plus être finalement des conteneurs de données, et puis je vais avoir des services qui vont manipuler ces données pour me rendre le service dont j'ai besoin en fait par rapport à des données que je donne en entrée. Ouais. Ça, c'est une façon de faire. On peut très bien avoir une classe, par exemple, on va en voir là tout à l'heure, je vais en prendre une là. Alors, je sais pas si c'est sur l'open close, oui, voilà, par exemple, je prends une classe rectangle où je vais avoir une fonction dedans. C'est pas gênant. C'est pas ça qui va casser la responsabilité, en fait. D'accord? On peut le Ouais. faire. Moi, j'aurais tendance à faire, mais c'est peut-être un petit peu overkill là, dans ce principe-là, de mettre un service qui va me calculer en fait l'aire d'un rectangle, en l'occurrence. Hmm. Bon, je le Ok. ferai différemment. Mais oui, on peut. Je vais passer à la suite parce que je vois que l'heure avance aussi quand même. On a encore Mais quatre oui, principes à 39. voir. Et oui. Euh, Open close. Alors ça, c'est un principe. Alors c'est un français. La citation est d'un français, Bertrand Meyer. Bertrand Meyer, c'est celui qui a créé le langage Eiffel. Alors ça se parlera peut-être aux plus vieux. C'est un langage. Moi, j'ai connu fin 90, début année 2000. Voilà, mais enfin, en l'occurrence, c'est plutôt quelqu'un qui est plutôt doué, je pense, pour faire un langage de programmation. Je pense qu'il faut quand même avoir un minimum de compétences. Et donc, lui, ce qu'il dit, c'est que les entités logicielles, c'est-à-dire les classes, les modules, les fonctions, doivent être fermées à l'extension, mais ouvertes à la modification. Et c'est là que c'est un petit peu mystérieux, parce qu'on dit, bah, Non, je ne peux non, pas l'étendre. tu as dit le contraire.
Ouvert à l'extension, pardon, mais fermé à la modification. Ouais, mieux. Excuse-moi, ouais, ouais, effectivement. Et c'est là où c'est un petit peu bizarre parce que si c'est fermé à la modification, j'ai pas le droit de modifier mon système, mais par contre, mon Mhm. système, il faut qu'il soit ouvert à l'extension. En fait, on va le voir, je reviens du coup sur mon exemple avec C'est les reparti. rectangles et les cercles. Ici, j'ai un rectangle, donc avec largeur, hauteur, et j'ai un compute area, d'accord? Si je vais Mhm. dans mon programme ici, je vais dire, ben voilà, fais-moi un nouveau rectangle, il n'y a pas de problème. Mon système, là, en fait, il est plutôt fermé parce que, du coup, si je veux rajouter une figure, bah, je suis un peu embêté parce qu'il va falloir que je modifie dans le code, etc. C'est un peu compliqué. Donc, du coup, ce que je vais faire, je vais ici créer un nouvel élément Mhm. que je vais appeler eFigure, qui va être une interface, hein, finalement. Et je vais lui dire ici, alors c'est un int, je crois que ça renvoie compute area, voilà. Hop, j'espère que je ne me suis pas trompé dans les noms. Non, c'est ça, compute area. Et ici, en fait, j'ai juste à lui dire qu'il implémente eFigure. D'accord? Parce qu'il l'implémente déjà, donc il n'y a pas de problème. Ok. Il était rouge tout à l'heure, c'est bon, c'est corrigé? Non, qu'est-ce qui lui va pas? Must declare a body because it's not marked. Ah oui, parce qu'ici, j'ai mis une classe, forcément. Je vais lui dire que c'est une interface, ça marche pas beaucoup mieux. Voilà. Et donc, du coup, si je veux étendre mon programme, en fait, sans impacter le reste, ici, si je viens ici, en fait, je vais pouvoir ici faire un e-figure. On le verra tout à l'heure aussi, hein, dans ça, des Mhm. principes de l'île. Donc là, du coup, je ne manipule plus un rectangle, mais je manipule une figure. D'accord, là, je vais Oui. l'instancier comme un nouveau rectangle. Mais du coup, si demain je veux mettre en place un cercle, en fait, ça va être relativement simple, puisque ici, j'aurai juste à lui donner un cercle finalement à mon figure. Et Oui. ici, ça calculera automatiquement. Et c'est ce qu'on fait ici. On a un circle, on a un compute area pareil. On va lui dire ici qu'il implémente e-figure. Et du coup, je vais pouvoir manipuler mes éléments et étendre mes éléments assez facilement. On va beaucoup l'utiliser. Je ne dois pas être dans le même namespace. Voyons, voilà. Non, c'est bizarre. Pourquoi compute area? Qu'est-ce qui me. Circle does not planner. Compute area. Ah, parce qu'ici, ça renvoie un double, pardon. Bon, c'est juste une histoire de Mais signature. oui, c'est double. Int. C'est juste un double, je l'avais déclaré en int, mais bon, le principe est là, vous Oui. comprenez le truc. Le but, c'est du coup de jouer avec les interfaces, de jouer avec éventuellement des services pour permettre en fait l'extensibilité du système sans y Mhm. toucher à proprement parler. On peut mettre aussi des points d'extension, par exemple, pour permettre l'ajout de plugins qui se chargeraient dynamiquement, etc. Donc permettre au système d'être ouvert. On considère, quand on fait du solide, alors ça c'est un truc difficile à appliquer, hein, mais on considère qu'une fois qu'une classe est passée en production, on ne doit plus jamais la modifier. D'accord? Éventuellement, on va en créer une autre, mais une fois qu'elle est en production, on considère que la classe a rempli son rôle. Mhm. Et donc, si elle doit changer de rôle, en fait, il faut créer une nouvelle classe et ne pas implémenter, ne pas modifier la classe qui était initialement implémentée. Ça se fait très, très rarement. Enfin, personnellement, voilà, jamais vu faire ça. Voilà vraiment des cas particuliers où on n'a pas envie de faire de bêtises et on a un petit peu peur de Oui. ce qu'on fait et on met les trucs en parallèle. Voilà un truc, voilà une définition. Alors franchement, j'ai passé 5 minutes bien posées à la Ah. lire pour essayer de la comprendre. Donc Déjà, on elle est va en voir si français. par Profitez, exemple je elle savais. est en français, celle. Donc la définition, elle vient de Barbara Liskov et on est sur le principe de la substitution de Liskov. Et alors la définition, bah, si Q de X est une propriété démontrable pour tout objet X de type T, alors Q de Y est vrai pour tout objet Y de type S, tel que S est un sous-type de T. On revient un petit peu à ce qu'on faisait en mathématiques, enfin moi, du moins ce que j'ai pu faire au lycée en mathématiques. En fait, ce que ça veut dire ici, c'est que je peux remplacer un parent par son enfant. Et que donc ça ne posera pas de problème, c'est-à-dire qu'en gros l'enfant implémentera toutes les capacités de Mhm. son parent. Donc si on regarde un petit peu dans le code ce que ça peut donner, alors c'est vrai que le principe fait peur, mais en fait dans la réalité c'est ce qu'on fait tout le temps en fait. Oui, bah oui. On va avoir un oiseau, d'accord? Et puis ici, on va Un oiseau. avoir un pigeon ou une colombe, comme vous voulez. Donc Colombe. l'oiseau, il vole, d'accord? Il a une méthode qu'on a déclarée virtuelle pour qu'elle puisse être surchargée, et puis on lui met juste un petit message, un petit return. Et Mhm. en fait, Dove fait quoi? Il hérite de Bird, d'accord? Et donc il va surcharger la méthode fly, et puis il va avoir sa propre méthode, il va avoir sa propre vie finalement. Oui. Alors, Warbling, c'est recoulé, donc effectivement tous les Ah, je oiseaux l'avais vont pas comme ça. celui-là.
Ouais, moi je l'ai cherché, hein. Je le connaissais pas comme ça. Donc le pigeon ou la colombe roucoule, OK, très bien. Mais ça, c'est quelque chose de plus que l'oiseau. Et puis quand on va venir ici, utiliser nos classes finalement, on va pouvoir Mhm. instancier une nouvelle classe bird et on va pouvoir faire fly. Ou alors je vais instancier une nouvelle classe dove, mais vous voyez, je lui laisse la fonction bird, enfin le type bird en fait, et je la fais voler de la même manière. En fait, Mhm. du coup, je peux remplacer bird par dove. Ça pose aucun problème en fait dans le code. Vous voyez bien, c'est ça que veut dire la substitution de Liskov. La substitution de Liskov aussi, elle nous pousse à faire quelque chose qui est très bien, c'est de toujours utiliser des éléments qui sont plus génériques que les éléments particuliers. Ici, j'ai pris l'élément le plus générique qui est bird, d'accord? J'aurais pu écrire ici dove. Rien n'empêchait d'écrire dove. Le truc, c'est que quand on développe, ce qu'il faut essayer de faire au maximum, c'est de toujours prendre ce qu'il y a de plus générique. Et je Mhm. crois que ça fait une transition avec l'élément suivant, qui sont Joli. les ségrégations d'interface. Ici, dans mon exemple, j'ai mis Bird. D'accord. En fait, dans l'idéal, il aurait fallu que j'ai une interface eBird sur Mhm. laquelle je m'appuie et que cette interface eBird soit implémentée et par Bird et par Dove. Donc du coup, comprenez bien qu'on va beaucoup utiliser les interfaces et pousser à utiliser les interfaces parce qu'en fait, ça nous permet de manipuler de l'abstraction et de ne pas manipuler des choses concrètes. Et en fait, plus on manipule de l'abstrait, plus notre système va être souple et va être extensible en fait, parce que du coup, on a très peu d'adhérence entre les différents composants logiciels et donc on va pouvoir facilement les interchanger avec autre chose. Une fois que ça c'est dit, donc on va beaucoup utiliser les interfaces. Robert C. Martin, il nous dit que les clients, alors les clients, c'est ceux qui vont utiliser les éléments logiciels, donc ça peut être d'autres objets, les clients ne doivent pas être forcés à dépendre d'interfaces dont ils n'ont pas la nécessité ou dont ils n'ont pas l'usage. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez un système imprimante-scanner, d'accord? Donc, on va créer un printer, une imprimante qui nous fait à la Mhm. fois print et scan, d'accord? Ouais. Déjà, on respecte pas trop le SRP là-dedans, hein, d'accord? Parce que Ouais, ça là, fait ça deux va choses à la pas. fois, Mais mais bon, admettons. bon, pourquoi pas, on considère que c'est C'est, c'est, l'imprimante. voilà, c'est le même outil physique, donc. Voilà, exactement. Le problème de ça, c'est que ici, vous voyez, j'implémente une interface e-printer. Cette interface e-printer, elle fait à la fois impression et scan. Très bien, j'arrive, j'ai une imprimante, alors une vieille, alors j'ai plus les numéros en tête, mais les vieilles BJ Canon là qu'on utilisait dans les années Waouh. début des années Ouais, 2000 je me là, rappelle plus non plus. voilà, qui faisait que de l'impression. On fait quoi du coup? On a une méthode scan. Bah ouais, mais elle sert à rien parce qu'en fait, mon produit ne scanne pas. Mhm. Et en fait, du coup, cette interface, elle est trop généraliste en fait par rapport à l'usage qu'on va en avoir. Et donc, c'est ça en fait de dire, je vais dépendre d'interfaces dont j'ai pas l'usage. Et bah typiquement, si mon imprimante Canon elle dépend de ePrinter, elle n'a pas l'usage de scan. Donc en fait, Hmm. il n'y a pas d'intérêt d'avoir ça. Donc la solution pour résoudre cette Tu problématique-là, c'est de découpes ton interface rajouter en deux? exactement. On va rajouter ici une classe qui va être une interface qu'on va appeler eScanner. Voilà, donc je vais bien la nommer interface cette fois-ci. Oui. D'ailleurs, Voilà, je vais aller. Juanito nous l'a dit tout à l'heure. Il a dit c'est une interface. Là, on s'était trompé sur place. Mais il a l'œil, il a Mais oui, l'œil. il est comme ça. Il a un œil très, très affûté. Je vais prendre du coup la méthode de scan et je vais la mettre dans ma classe scanner. Je vais créer ici une classe Simple Scanner qui va représenter ma fameuse Oui. Canon BD, je sais pas quoi, Simple Printer, pardon, pas Simple Scanner, mais on peut aussi avoir Simple Scanner. Tu Du peux coup, on peut avoir avoir que scanner. Moi, à une époque, j'avais un truc qui faisait que du scan. tout à fait. Moi, C'est, j'avais plus de c'est... place sur le bureau entre le scanner et l'imprimante. Ouais, J'avais c'est plus ça. de place. Et tout ça, Donc maintenant, c'est ici, dans ton téléphone. exactement. Donc si je fais printer ici, alors je vais faire implémenter l'interface, mais du coup, quand je vais implémenter Simple Printer, je vais avoir que de l'impression, d'accord? Oui. Ici, je vais avoir, on va la renommer cette classe, on va l'appeler Modern Printer, voilà, et qui va faire les deux. Et donc, elle, la différence, c'est qu'elle va implémenter aussi eScanner, Exactement. d'accord? Et Avec quand je vais petite virgule. utiliser, pardon? Avec la petite virgule Ouais, pour pour voilà, implémenter plusieurs. implémenter deux interfaces.
Et du coup, quand je vais utiliser mon imprimante, imaginons c'est mon imprimante moderne, mais moi ce qui m'intéresse c'est d'imprimer. Je suis dans une fonctionnalité d'imprimer. Et ben en fait, je vais juste faire e-printer, d'accord? Printer égale new modern printer. Et du coup, ici, je vais avoir accès uniquement à print, à ce qui m'intéresse. Si j'ai Oui. besoin de le faire en mode scanner, à ce moment-là, j'irai plutôt utiliser l'interface e-scanner. Et du coup, j'ai une ségrégation qui est très forte, c'est-à-dire que mes interfaces, finalement, elles sont globalement petites. Elles ne servent qu'à effectuer qu'une seule tâche et finalement à définir quelles sont les capacités d'une classe, en fait. Je l'interprète assez souvent comme ça. Mhm. L'interface, c'est un peu quels C'est un sont les contrat. verbes. Oui, Voilà, c'est. voilà, exactement. Et les verbes, les actions que vont pouvoir effectuer ces différentes interfaces. Moi, j'aime bien En voir fait, l'interface comme un contrat à remplir c'est ça, pour la classe qui va venir l'implémenter. Si elle ne remplit exactement. pas tout le contrat, elle n'a pas le droit. Ça marche pas, tu peux pas compiler. De toute façon, on te le dit, arrêtez, ça ne marche pas. Exactement. Et donc, du coup, pour faire la boucle, il y en a peut-être certains qui se sont dit, bah, les interfaces, on l'utilise beaucoup avec un mécanisme aujourd'hui qui est vraiment très, très répandu, qui s'appelle l'injection de dépendance. Et bien justement, c'est un des cinquièmes principes de Solid, c'est le cinquième principe de Solid. Alors attention, ce n'est pas l'injection de dépendance à proprement parler, mais c'est l'inversion de dépendance. Attention. C'est une nuance, en fait, l'injection de dépendance, finalement, c'est une implémentation pour nous faciliter la vie dans l'inversion de dépendance. Et ça va nous créer automatiquement, en plus ça fait une factory, etc. etc. Bref, c'est très très utile, mais en fait c'est une implémentation. Du coup, qu'est-ce que dit Robert et Martin là-dessus? C'est que les modules de haut niveau ne doivent pas dépendre sur les modules de bas niveau. Oui, c'est ça. Et les deux doivent dépendre sur des abstractions. Donc on revient toujours à cette notion d'abstraction qui est très importante euh, dans tout le principe solide. Les abstractions ne doivent pas dépendre des détails, mais les détails doivent dépendre de l'abstraction. Waouh, 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 c'est un peu compliqué tout ça. Finalement, c'est des phrases très théoriques, très voilà. Faut s'appuyer 2-3 minutes dessus. Faut le lire pour essayer de le comprendre. C'est plus simple par du code, je trouve, d'aller comprendre ce que c'est. C'est Et rapporte. donc, on va aller regarder en fait l'inversion de dépendance. Voilà, dependency inversion. Et donc, du coup, ici, on va avoir un service, enfin oui, un service qui va être, enfin une interface qui va être e-message sender, donc qui va nous envoyer un message. J'ai un email sender ici, d'accord? Mais en fait, vous allez Mhm. voir que c'est exactement ce qu'on a fait. Et ici, j'ai un notification service. Donc, on imagine bien que le notification service, il envoie des messages. J'ai juste oublié de dire que j'ai aussi un SMS sender qui, lui, m'envoie des SMS. D'accord? Donc, on a envoi de mail, envoi de SMS, et puis j'ai un service de notification. Mon service de notification, aujourd'hui, il envoie des mails. Vous voyez qu'on retrouve le pattern qu'on va avoir dans l'injection de dépendance avec le private, read-only, etc. Et puis, on va passer, ici, on fait l'instanciation ici, alors que quand on fait de l'injection de dépendance, on va le mettre dans le constructeur et c'est le moteur d'injection qui va nous l'instancier. On a exactement le même pattern qui est ici. Mhm. Et ici, j'ai un notify user qui va m'envoyer un email. Très bien, mais maintenant, moi, je veux qu'on puisse envoyer un email ou un SMS. Qu'est-ce que je vais faire? Mes deux classes email sender et SMS sender, elles implémentent e-message sender. Donc, ce que je vais dire, c'est que je vais mettre ici, dans le constructeur, le sender, d'accord? Je vais Mhm. l'enregistrer ici, sender. J'ai une interface, donc du coup, je vais changer mon type. On peut renommer la variable, allez, hop là. Allez, soyons fous. J'ai encore un peu de temps pour renommer la variable. Oui, si je mets un M, ça ira mieux. Voilà. Ici, on ne va pas avoir un new email sender, mais on va le prendre en fait depuis celui qui appelle, puisque Mhm. finalement, c'est celui qui va appeler le service de notification qui va dire qu'est-ce qu'il va envoyer. Oui. Bah C'est oui. ce qui est le plus C'est logique plus en fait. logique, ça. Mhm. Et ici, quand on va faire notify user, on va juste envoyer le message. Et donc, du coup, mon service, quand je vais l'appeler ici, ah ben, je n'avais même pas fait le code, vous voyez, on va le faire du coup. On va faire un notification service égale new notification service. Et ici, je vais dire new email sender. Et donc ici, quand je vais appeler mon service de notification, qu'est-ce que je vais avoir? En fait, dans mon code, qu'est-ce qui va se passer? Ben, en fait, le service de notification, il va
prendre message sender, c'est-à-dire le sender qu'on lui a passé, et appeler la méthode sendMessage dessus. Et c'est exactement ce qu'on veut ici. Si on voulait envoyer des SMS, eh bien, il suffirait de changer au niveau de notre classe ici, de mettre un new SMS sender, et du coup, on enverra un SMS. Et c'est là qu'on voit aussi tout l'intérêt d'avoir des moteurs d'injection de dépendance, où on va notamment, sur certains, pouvoir choisir le type de classe qu'on va injecter en fonction d'un contexte, par exemple. Donc voilà. Et donc tout ça, en fait, ça fait les 5 principes qu'on a vus là. C'est vraiment les bases, et je pense que un développeur devrait à minima maîtriser ces 5 éléments pour construire son savoir au-dessus de ça, en fait. C'est-à-dire que dès qu'on va rentrer là sur le solide, on en discutera, Steve, mais peut-être qu'on ira aborder aussi les différents design patterns. Tout ça, en fait, ça va ensemble, et solide, c'est la base, en fait, de tout. Ouais, on est Tout le reste, s'appuyer dessus. Cette notion d'interface, effectivement, elle est primordiale pour avoir quelque chose d'extensible, de sécurisé en termes d'utilisation, de responsabilité. C'est vraiment intéressant. Ouais, c'est vraiment le cœur du système. Alors j'ai été un petit peu trop vite, tu vois. Non, tu es bien, t'inquiète pas. Un point à 2 heures, donc c'est pour ça que j'ai un peu... Mais oui. Attention, parce qu'on travaille, les mecs, croyez. Oui. Alors, j'ai quand même quelques secondes pour vous dire que la semaine prochaine, vous serez heureux d'apprendre que nous serons là avec la suite... oui, avec Benoît Vienne, composant et conteneur Power Apps. On parle pas mal de Power Apps en ce moment. Sur le 1330, vous voyez que c'est quelque chose qui est le vent en poupe, Power Apps, Power BI. Donc la semaine prochaine, on en parle encore avec Benoît. Et la semaine d'après, Julien Chérita revient pour la première fois de 2024 avec Native AOT. Ça va être dingue. Merci à toi, Lionel. Je te laisse prendre un petit café vite fait, juste avant de partir pour la prochaine réunion. Salut à tous. Salut.